Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. C'est la saison 2 qui démarre aujourd'hui. Saison 2 qui sera aussi riche, voire même plus que la première, avec une douzaine de chroniqueurs réguliers qui vont venir nous rejoindre pour parler de l'actualité connectée du web pendant près de 26 minutes avec 2 sujets à chaque fois. Pour cette première émission de rentrée, on a choisi de faire dans le bronzage et la testostérone réunie, puisqu'ils rentrent pour certains de vacances. En tout cas, ils sont tous restés des hommes, ça, il n'y a pas de problème. Fabrique, Jérémy Benmoussa, oui, c'était un peu bidon comme nom. J'avoue, les vacances sont quand même un petit peu marquées. Jérémy Benmoussa, salut. Salut. Bronzé ou pas vacances ou pas Pas trop, un peu studieuse quoi. Pas de vacances, c'est pas du tout à la mode. En fait, on est entrepreneur, on n'est pas quoi. Non, ça ne fait pas du tout. C'est ça. Jérémy, c'est Lita notamment. Hein. Ouais, l'application Lita, une application de dating un peu différente des autres. Ah ouais. Voilà. Love is in the air. Exactement, Love is in the air. En français, enfin l'acronyme en fait de ça. À côté de vous, Julien Jacob. Salut Julien. Salut. Vacances ou pas vacances? Ouais, vacances parce qu'il faut en prendre quand même, mais ouais. pas les 12 semaines par an, mais quelques semaines ça fait du bien. Média 2, c'est quoi? Bon, je continue sur Média 2, c'est l'innovation dans les médias et sur les startups, donc j'aide des startups, mais surtout je suis plus impliqué dans une startup en ce moment. Oui, Flash. Ouais. Voilà. C'est des photos. C'est des photos. En fait, on essaye de résoudre un problème, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin d'images pour vendre des biens, de tout genre. Et nous, on industrialise le process dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avec de la rapidité, efficacité, qualité, contrôle qualité, etc. Et ça marche. On commence par l'immobilier, ça marche très très fort. On a signé tous les gros acteurs de l'immobilier. Merci de revenir, Julien. En face, Fabrice Epelbois, Bug Bounty, c'est Yogosha en fait. Bonjour. Ça va, Fabrice? Très bien. Le bronzage, pas trop. Hein? Pas vraiment de Non, vacances. il n'y a pas de vacances. Du tout, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Travail, start-up. Oh, ça va bien passer. Les entrepreneurs, c'est du sérieux quand même. Et puis à côté de vous, on était heureux d'accueillir pour la première fois dans cette émission Gilbert Montagnier. Bonjour Gilbert. Ah, merci, je suis très heureux de venir. Qu'est-ce qui se passe, Damien Douani? Bah rien, je suis parti en Vous avez vacances. pété un câble. Mais non, c'est difficile. Là, les lumières, les sunlight, effectivement, je porte mes lunettes de soleil parce que c'est difficile. Voilà. Non, il y a quelques cernes qui restent encore un tout petit peu, mais le retour, voilà, c'est tout. Mais non, par rapport à mes petits camarades, j'ai pris des vacances. Mais pour autant, quand on est en vacances, on ne décroche jamais, parce qu'un ordinateur, une connexion Internet, et c'est cramé. C'est vrai en même temps. C'est ce Vous qui s'est êtes passé. expert média innovation numérique et vous avez créé Fada Social Agency. C'est ça. Notamment, oui, c'est ça. beau, entre autres. Ça n'a pas changé la carte de visite depuis l'année dernière. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'on parlera de 2 sujets différents. On parlera tout à l'heure des 25 ans d'Internet. Alors, on va faire une petite séquence nostalgie. Vous avez remarqué que nos invités n'ont pas 22 ans, donc ils étaient là le 6 août 1991, peut-être devant un ordi, peut-être pas ce jour-là quand même, un petit peu après. En tout cas, ils vont nous raconter comment ils ont eu leurs premières émotions, non pas amoureuses, mais informatiques, avec Internet. Et puis, on va parler de l'actu entre l'Europe et les États-Unis, avec cette amende de 13 milliards qui serait infligée, on va rester au conditionnel, à Apple de la part de Bruxelles. Et tout ça serait versé si Apple payait un jour dans les poches de Dublin, c'est-à-dire de l'Irlande, tout simplement, qui a hébergé depuis 1980 en fait, des locaux d'Apple. Et c'est là-bas que l'activité européenne est concentrée, en tout cas d'un point de vue comptable, donc au niveau de l'impôt. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette histoire-là? On va commencer avec Jérémy, en fait, cette histoire de Apple Obama. La première réaction dans cette histoire, ça a été ouf, enfin ils essaient de faire un truc, ou alors ils sont en train de se planter? Ah non, moi la première réaction, ça a été 13 milliards, c'est un record. C'est énorme. Hein. C'est énorme, c'est colossal d'aller demander 13 milliards à Apple. Alors malgré les 200 milliards de cash qu'ils ont, enfin peu importe, d'aller demander 13 milliards d'abattement, je trouve ça hallucinant. Et surtout, en regardant un petit peu le détail de l'affaire que je n'avais pas énormément suivi pour être très honnête, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de voir que l'État irlandais est du côté d'Apple. Parce que ce qu'on reproche à Apple, c'est d'avoir négocié de façon illégale avec l'État. Et donc, c'est autant illégal pour Apple qu'illégal pour l'État. Ce qui est bien, c'est que Bruxelles dit à l'Irlande, vous allez récupérer 13 milliards, et l'Irlande dit non, non, c'est bon, merci. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. L'Irlande dit nous, on les veut surtout pas, parce que ça nous mettrait d'abord mal vis-à-vis d'Apple. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Apple n'est pas du tout un cas exceptionnel en Irlande. Amazon est là-bas, Google est là-bas, toutes les grosses entreprises. Ils ont une réputation de paradis fiscal à entretenir aussi. Oui, mais ça l'est. Voilà. Ça l'est. Il faut pas se leurrer non plus. Il y a des avantages fiscaux incroyables à être là-bas. C'est comme ça qu'ils sont revenus, ils sont sortis de là où ils étaient. Et, oui, exactement. Mais c'est pour ça que les entreprises se sont toutes installées là-bas. Il n'y a pas de hasard. Faut pas être naïf non plus. Mais ceci dit, c'est de l'optimisation fiscale. Alors légale ou pas, la justice tranchera. Mais c'est de l'optimisation fiscale comme le font toutes les entreprises. Alors on tape beaucoup sur Google, on tape beaucoup sur Apple. On en avait déjà parlé l'année dernière dans l'émission. Pour le coup, moi, je pense que le problème ne vient pas tout à fait de là. Le problème, il vient de la régulation internationale, de comment on fait pour faire du chiffre d'affaires dans un pays sans rien payer dans ce pays, même si notre siège est dans un autre pays.
c'est un tout petit peu plus global Julien, que juste ça. sur ce rapport entre Bruxelles d'un côté et un membre de l'Union européenne de l'autre qui fait absolument ce qu'il veut dans l'absolu, et à qui on dit non, c'est pas bien, il faut récupérer de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, désolé de ne pas répondre à la question. Non, je pense que ça serait bien d'y penser quand même la prochaine fois à répondre à la question. Le vrai sujet, c'est qu'on sort d'une économie et d'une régulation qui était basée sur des biens physiques. Donc la règle, c'était quand vous vendiez à un endroit, vous payiez vos taxes à un endroit. Et là, en fait, on est en train de se rendre compte que toutes ces grosses sociétés sont devenues au moins aussi puissantes que des États. Et la raison de tout ça, c'est que finalement, tout ça est immatériel. Et à l'origine, donc ça montre la puissance de cette économie, qui est probablement plus puissante que même que les pouvoirs en place. Et donc, on a des réactions un peu épidermiques entre les deux, parce que, en fait, notre régulation, qu'elle soit française, internationale, etc., n'est plus du tout adaptée à cette nouvelle économie. Et donc, les politiques n'ont, encore une fois, on l'a dit souvent, mais pas pris bien en compte cette nouvelle économie qui les dépasse complètement. On a titré Obama-Apple VS l'Europe, une guerre de civilisation numérique avec un point d'interrogation. Obama-Apple, pourquoi? Parce que Barack Obama a pris fait et cause tout de suite pour Apple, plus largement pour les GAFA, en fait, en disant des choses qui sont absolument étonnantes, étonnantes vues de notre part, parce que de la sienne, ça ne le semble pas. Il a dit les fournisseurs de services qui, vous savez, ne peuvent pas rivaliser avec les nôtres, donc en fait les Européens, les ringards, les bidons, essaient essentiellement d'empêcher nos entreprises de fonctionner efficacement, ce qui est quand même quelque chose qui est assez étonnant. Fabrice, c'est quand même cette prise de parti comme ça de Barack Obama qui, soit dit en passant, voudrait bien récupérer des impôts de ces sociétés, tout l'argent qui... les États-Unis ne touchent pas plus d'impôts d'Apple. C'est ça. En fait, c'est une bataille pour récupérer du fric. Je ne pense pas que ce soit une guerre de civilisation numérique. Elle est perdue. On est colonisé depuis belle lurette. L'essentiel des technologies qu'on utilise en Europe, que ce soit au niveau des États, au niveau des particuliers, au niveau des entreprises, elle est américaine. Elle est perdue, cette guerre. Par contre, il y a une guerre économique qui est très violente, extrêmement violente. On l'a vu, elle commence à apparaître dans l'univers NSA et compagnie, où on s'aperçoit que la NSA va piquer tout un tas de propriétés intellectuelles pour... on imagine les refourguer à leurs entreprises nationales. On fait de même, tout le monde fait de même. Enfin, tous ceux qui ont les moyens font de même. Mais c'est clair que les grands vainqueurs de cette guerre économique, pour l'instant, c'est les États-Unis. Et ils comptent bien continuer comme ça le plus longtemps possible. Pour ce qui est de l'Irlande, il ne faudrait peut-être pas perdre de vue que l'État qui passe des accords secrets fiscaux avec des multinationales de façon à leur faire évader l'impôt, c'est avant tout le Luxembourg. Et que tout ce système a été mis au point par la personne qui dirige la Commission européenne. Donc on est dans un festival d'hypocrisie, sans même parler des allers-retours entre Goldman Sachs et les dirigeants européens. Tout ça est quand même du théâtre. Il y a des chiffres qu'il faut connaître quand même. Apple, certaines années, a réussi à échapper à l'impôt à hauteur de 99,69% de ses bénéfices. J'aimerais bien en faire de même. C'est quand même pas mal. La taxe qu'ils ont payée en 2014, je vous laisse deviner, la taxe qu'ils ont payée sur leurs bénéfices en 2014 en Irlande, c'était quel pourcentage à votre avis? 0,000 quelque chose. 0,005%. Voilà. Il faut savoir que l'Irlande, c'est un paradis fiscal, mais enfin la taxe sur les bénéfices, elle est 12,5%. C'est pas beaucoup. Ah mais ça dépend. Le Luxembourg aussi. Ouais. Mais si tu t'accordes directement avec le chef d'État, tu fais Ça autrement. marche. Mais si je peux me permettre, l'Irlande a eu une réflexion très différente du Luxembourg. L'Irlande s'est dit, en faisant venir ces entreprises, je vais fournir du travail à des Irlandais et je vais augmenter. C'est ça. Alors que le Luxembourg, c'est purement des flux financiers. C'est quelque part encore pire. À l'origine, l'Irlande Sûrement, avait... mais ce que je veux dire, c'est que la démarche était Laissez un parler petit peu Gilbert différente. Montagnier, s'il vous plaît. Gilbert. Ça fait 2 fois que tu fais une blague. Non, mais non. Ça sera la dernière. Non, mais c'est évident. C'est dans le sens où l'Irlande a mis en place ça parce qu'il y a 20-30 ans, ils étaient c'était les petits poussés de l'Europe. Ils mangeaient des cailloux. L'Europe Voilà. a aidé l'Irlande à mettre en Et place. l'idée, et l'Europe a aidé l'Irlande à mettre en place ça. Donc quelque part, ça part pas, on va dire, d'une mauvaise intention entre guillemets par rapport au Luxembourg. Maintenant, ça sous-tend 2 choses. Un, on voit bien que Barack Obama, à la fin de son mandat, et il se lâche. Et Tant mieux. Parce que je cite une autre phrase de sa part. Nous avons possédé Internet. Nos entreprises l'ont créé, développé et amélioré de telle manière que l'Europe ne puisse pas lutter. Et fréquemment, ce qui est décrit comme des prises de position nobles est en fait juste une manière de placer des intérêts commerciaux. Je rappelle, c'est vrai que les Américains n'ont jamais fait d'interventionnisme commercial. Airbus, Boeing, tout ça, on s'en fout. Rappelons aussi que tout ce qui fait Internet, TCP/IP, HTTP, tout ça, c'est du logiciel libre. Ça appartient à tout le monde. Exactement. Et que le web a été créé en Suisse. Par contre, au CERN et un Belge. Comment c'est pas effleurer le sujet tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir quand même qu'ils ont réussi à gérer les noms de domaine aux États-Unis. Ça, ils sont très mal Ça se termine le 1er octobre. Ça se termine le 1er octobre. Il faut être honnête, l'essentiel des technologies qui sont utilisées sur le web, si on fait abstraction de tout ce qui est logiciel libre, open source,
c'est américain. Mais pour revenir à l'idée, le problème principal derrière ça qui se profile, comme d'habitude, c'est la politique fiscale européenne, comment dirais-je, harmonisée. L'harmonisation de la politique fiscale, c'est moins qu'on puisse dire. Il faut savoir que je disais que c'était 12,5% le taux officiel irlandais d'imposition sur les bénéfices pour les entreprises. Il est 35% aux États-Unis. Imaginez si Apple déclarait une partie de son chiffre d'affaires, ce qu'il ne fait pas. Les États-Unis non plus, parce que Apple fait la même chose avec les États-Unis que ce qu'il fait avec l'Europe. L'argent est dans des paradis fiscaux. On imagine qu'il y a 200 milliards. Plus faire rentrer. Il y a 200 milliards d'euros de trésors de guerre d'Apple qui sont planqués en C'est ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'effectivement aux États-Unis, Tim Cook est en train de gueuler en disant moi 35%, je ne fais pas rentrer l'argent aux États-Unis. Donc il y a la même négo aujourd'hui qui se fait avec le Trésor américain pour voir comment ils peuvent essayer de rapatrier une partie du fric. Est-ce que les États-Unis veulent simplement récupérer la part du gâteau qui leur échappe à eux aussi, d'une certaine façon? Non, je ne pense pas. Là, on est vraiment dans l'affirmation, le point sur la table par le président des États-Unis, d'une forme de souveraineté sur la technologie présente en Europe. Il y a peut-être aussi un autre élément. Donc, psychologiquement parlant, ce serait, écoutez, arrêtez de nous embêter. Psychologiquement parlant, on est des colonies d'un point de vue numérique. 98% des recherches en Europe, c'est Google. L'acteur dominant de la tête et des épaules, c'est Amazon. On est une colonie. Microsoft aussi. Microsoft. Je pensais que Quant était le numéro 1. C'est pas Non. J'ai toujours cru, moi. Et à un moment, mais il est pas mal en plus à utiliser. Il faut tirer les conséquences de ça. Soit effectivement, par l'effet du Saint-Esprit, on arrive à faire pousser des concurrents à ces géants américains dans un grand plan quinquennal. Je pense que personne n'envisage sérieusement de faire ça, sauf peut-être parfois l'État français. Soit on s'assume comme une colonie numérique. Et dans ce cas-là, il y a une solution de sortie qui est le logiciel libre. On peut passer d'un logiciel propriétaire, dont les propriétaires sont américains, qui imposent, entre autres, une surveillance, mais tout un tas d'autres choses, à des technologies qui sont libres, qui appartiennent à tout le monde. Il y a une opportunité politique qui n'a jamais été prise parce que ces grands propriétaires technologiques arrosent gentiment tout ce qui bouge de façon à garder leurs avantages acquis, on va dire. Mais très clairement, on est là obligé de faire le constat d'une colonisation numérique. Un mot rapide, est-ce que vous avez lu la lettre absolument géniale de Tim Cook? Je ne sais pas si c'est lui ou les responsable de communication qui l'a écrit, mais elle est quand même grandiose, cette lettre qui a été publiée donc, sur le site d'Apple, qui explique que en fait, Apple est venu sauver l'Irlande de la déroute il y a 35 ans et que grâce à ça, ils ont acquis le droit de continuer à ne pas payer d'impôts là-bas. C'est sans doute un peu de mauvaise foi, mais c'est comme le discours d'Obama, c'est hyper décomplexé de la part des Américains. Sauf que c'est certainement de mauvaise foi, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord là-dessus, sauf que c'est à la fois très décomplexé et à la fois factuellement assez vrai. Ils sont allés là-bas à un moment où l'Irlande avait pas de travail, pas de ressources, peu de formation, machin. Ils ont fourni du travail, développé l'entreprise. Là-bas, je parle. Enfin, la différence, c'est que c'était pas pour aider l'Irlande. Non, on est d'accord. On est d'accord. Qui bossent aujourd'hui. On est d'accord. Ils l'ont fait pour beaucoup d'étrangers qui bossent là-bas. On en connaît tous. On a tous des potes qui sont étrangers et qui sont là-bas. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de la mauvaise foi, factuellement, c'est assez vrai. Donc après, on peut critiquer la démarche ou pas, mais dans une démarche décomplexée qui est celle des grandes entreprises américaines et des grandes entreprises tout court, on pourrait parler de Total en France, enfin d'autres entreprises que les GAFA, dans une démarche qui est plutôt décomplexée, ça tient la route. Ça tient d'autant plus la route que fondamentalement, le discours Obama est le même. On vous a sauvé de la mouise à une époque où vous étiez dans une situation désespérée, vous, Europe. On a commencé à vous importer du chewing-gum et du Coca-Cola. Aujourd'hui, on en a Apple, mais on est toujours sur les mêmes bases. C'est le même principe. Post-colonial. Et il y a peut-être un dernier élément, c'est que c'est la suite de Barack Obama. Parce qu'il l'a dit plusieurs fois, la suite pour lui, c'est d'aller dans la Silicon Valley et de créer des fonds, etc. Donc je pense qu'il y a ça aussi du côté de Barack Obama, c'est qu'il se positionne clairement pour la Silicon Valley. D'ailleurs, dans son discours, il y a une phrase sur la Silicon Valley. J'ai plein d'amis là-bas, etc. Donc la suite de la carrière de Barack Obama va probablement se passer dans la Silicon Valley. Donc c'est peut-être aussi une explication de sa réaction. Je pense qu'on a vu des images justement de Barack Obama dans un bureau il y a 3 ans avec toute la Silicon Valley. Ils sont très très copains. La plupart de ces gens sont mes amis, soutiens, et nous sommes en contact permanent. Je crois qu'effectivement, il n'y a pas plus clair. C'est clair. Enfin, en même temps, Hollande pourrait dire la même chose. Il rencontre très régulièrement des gens. Il n'y a pas d'Apple français, il n'y a pas d'Amazon français. Hollande peut dire la même chose avec le CAC 40, mais tu vas avoir Total, des boîtes qui sont d'un autre siècle. Bon, on clôt le sujet. La deuxième question de ce grand débat du web de reprise de la saison 2. Que faisiez-vous le 6 août 1991 ? Le 6 août 1991, qui m'explique ce qui se passait ce jour-là ? Tiens, d'ailleurs, allez, Jérémy. Alors moi, j'y étais pas, mais je non, dans mes souvenirs. Non, c'est grosso modo le jour où on a ouvert le web de façon publique tel qu'on le conçoit au jour d'aujourd'hui. La première page publique. La première fois que depuis un ordinateur, on pouvait accéder à un serveur. Bon, alors à l'époque, on n'expliquait pas tout ça, mais un serveur distant et voir une page web s'afficher sur son ordinateur. Et avec un ordinateur de quelle marque ?
Un Next. Next, ouais, exactement, Next. Steve Jobs. Tu as raison. Ça se passait au CERN à Genève, c'était Tim Berners-Lee évidemment, et qui lançait la première page publique. Et on la retrouve d'ailleurs, elle est toujours disponible sur Internet, on peut la voir. C'est-à-dire que le web a légèrement changé, parce que là, pour le coup, c'était pas d'un sexy Déjà, absolu. il n'y avait pas de navigateur, puisque Mosaic est arrivé en 93. Exactement. Absolument. Donc, déjà, on était dans les Ne BBS, commencez pas à me on griller était- le petit quiz qui va arriver juste après. Quel a été votre premier rapport avec... On va commencer par Damien, tiens. Le premier rapport avec Internet, la première fois que vous avez vu Internet, c'était quand, quelle date, comment? Rapidement. Rapidement, oui, il y a deux événements contigus. En fait, j'étais chez moi, j'essayais de bricoler mon ordinateur et je me rappelle très bien avoir le fournisseur d'accès que j'avais m'avait envoyé une doc épaisse comme ça, qui m'avait faxé. Donc j'avais un fax vraiment qui devait Ça faire s'appelait comment le fournisseur d'accès pour la petite blague là Imaginette. Imaginette. À l'époque. Et donc j'avais un fax de 2 mètres où je devais décrire toute la tour avec un copain. On avait fait ça, on avait réussi à se connecter. Donc on avait réussi à avoir une image, donc vaguement, enfin un truc, c'était plutôt amusant. On était allé voir des boards, enfin voilà, on était allé voir de l'IRC, c'était plutôt sympa. Et à l'époque, juste pour finir, j'avais une chérie aussi, et je me rappelle dans sa fac, c'était une des premières à Montpellier, c'était la fac de lettres, et ils étaient très précurseurs, ils avaient des parcs d'Apple entièrement connectés à l'internet. Alors c'était délirant, mais j'allais relever mes mails là-bas. Parce que leur internet allait Le marcher flux de mieux ces mails. que celui que j'avais à la maison. Tu devais être le seul à avoir un mail qui t'en envoyait en fait à cette époque. J'avais un copain de geek avec qui on s'est envoyé, on était tous les deux. Ils allaient relever leur propre mail en permanence. Les deux côtés de la même salle d'ailleurs. C'est exactement ça, voilà. Ça marche toi? Ouais, super, vas-y, réponds-moi. Fabrice, c'était quelle année? Moi, je suis un privilégié. Le web ou l'informatique? Le premier contact avec le web, vraiment. Le web, c'était en 93, c'était au CNRS. À l'époque, mon père Ah oui, ça- travaillait là, à tout de suite, cheval entre ça calme tout le monde. le CERN et le CNRS, Ouais. et il a ramené l'une des premiers, l'un des codes des tout premiers mosaïques, l'a compilé sur sa machine, et m'a montré, il y avait une douzaine de sites web à l'époque, mais qui allait à une vitesse spectaculaire. On était sur le réseau Renater, donc c'était un réseau vraiment bien balèze. C'était le seul endroit où ça allait vite en fait. Ça allait à une vitesse qui est aujourd'hui Ça inimaginable. avait pas le Même bruit du avec modem les 14K. meilleurs des abonnements, on allait, je me souviens, sur le site de la NASA, et on avait des vidéos plein pot qui s'affichaient, mais comme ça. En 93. En 93, il n'y avait personne sur Internet. On était sur le réseau Renater, qui était connecté certainement plus ou moins en direct ou avec peu d'intermédiaires avec la NASA en face. Donc, il n'y avait pas vraiment d'encombrement. Et il m'a montré par la même occasion le HTML qui, à l'époque, vraiment, ça prenait en 10 minutes. Il y avait, à tout casser, une trentaine de balises, peut-être 40. Ça prend toujours en 10 minutes, hein, le HTML. Avec le CSS, non. Aujourd'hui, si tu parles de c'est pas Scratch super et que tu te lances dans du HTML5... Voilà, non, c'était ah, quand même ouais. une expérience un petit peu particulière parce que pour le coup, accéder directement à du haut débit en 93, Ouais, il ça, fallait, c'était- non, c'était d'autant plus extraordinaire qu'en plus, le CNRS a été pendant très longtemps mon fournisseur d'accès perso. C'est-à-dire que je téléphonais à un numéro privé qui arrivait dans le data center que mon père gérait au CNRS et où ils avaient une douzaine de modems qui leur servaient à eux pour bosser de la il y maison. avait quand même le bruit de la balise. Il y avait le petit, oui, bien sûr. Ouais, ils étaient leur propre fournisseur d'accès. Il n'y avait pas de fournisseur d'accès à l'époque. Il fallait bidouiller du CompuServe ou du Bricoler, machin. du CompuServe. C'était d'une qualité pourrie. Des gens et- qui avaient commencé à faire des mini-offres commerciales. Voilà. Ouais, C'était trop fort. il n'y avait pas du tout d'ISP sérieux. Julien, Moi, j'ai eu une première réception, une première impression assez décevante en fait, parce qu'il y avait des articles à l'époque qui racontaient qu'il y avait des robots qui allaient chercher sur Internet les infos, etc. Et en fait, tout ça, c'était un peu des journalistes qui avaient peut-être un peu rêvé le truc. Mais la vraie expérience, en 94-95, comme tu le sais, j'étais chez Ziff Davis. Et Ziff Davis a importé au CompuServe en France donc des CD-ROM qui étaient mis sur les magazines. Et moi, en fait, j'ai fait mon premier site web en 95 avec des modems à 14K pour un collectif de photographes qui s'appelle Tendance Flow. non, le modem, c'était pas un Olitech. Oui, si, ouais, exactement. si, Ouais, évidemment. les Olitech. Et voilà. Par contre, c'est- c'était pas du tout comme sur Renater parce que je me Tous souviens. ceux qui ont moins de 30 ans sortaient. Ça ne pas de quoi on parle en fait. Hein. Moi, je me souviens quand même que donc, je me suis coltiné au HTML et je me souviens quand même, ce qui est excellent parce que maintenant je continue, mais je me souviens quand même qu'on était obligé de mettre du texte pour attendre le chargement des images parce que c'était un site de collectif de photographes. Et pour la petite histoire, c'est Patrick Jacquemin qui me voit à l'époque bidouiller là-dessus, qui me met sur la filiale Internet avant de partir créer rue du Commerce. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Bon, tu Sur étais né Internet. toi en 91 ou pas, Jérémy? Oui, j'étais né quand même. Non, écoute, moi j'ai deux souvenirs. Je suis assez nostalgique de deux trucs. C'est le petit bruit du modem que nous on connaît avec le 14.4, le 28.8, puis le 56 avant d'arriver À enfin 56, sur la c'était le luxe DSL. absolu quand même. Ah, Là, on était les rois du pétrole. c'était un méga luxe. C'est la fibre. US Robotics. C'était la Moi- fibre, moi, on avait je une me- photo en moins de 14 minutes. Moi, je me souviens que j'en ai un qui a grillé physiquement, qui a fait de la fumée à force de se connecter. C'était un souvenir incroyable. Et je me souviens surtout des premières versions de Yahoo,
qui était un annuaire à l'époque, et où il y avait était chez tellement nous. peu de sites web qu'en fait, tu les voyais tous sur une page. Ouais. Enfin, sur une page par catégorie. Bah, moi, pour la petite histoire, juste pour rigoler, le site dont on a parlé, là, j'ai monté 2 étages, je suis allé voir Harry Schwebel, qui n'est plus maintenant chez Yahoo. Ils étaient 2 à faire le répertoire de Yahoo, et je lui ai demandé, tu peux me mettre le site de photographe? Et donc en fait, on était dans la catégorie photographe, on était le seul site. C'est ça. Et l'époque qu'a suivi derrière, où tout le monde cherchait des noms en A pour son entreprise pour être en haut du listing de Yahoo. Et voilà, j'ai un souvenir assez amusé de cette époque. La première fois que vous avez vu Internet, vous avez évidemment imaginé ce que ça pourrait devenir. Est-ce que ça peut correspondre plus ou moins à ce que vous aviez imaginé? Pas du tout. Non. Alors moi, je suis pas. Moi, là, tous les mecs qui me disent, ouais, j'ai vu la lumière, j'ai vu que le truc c'était énorme, etc. Il y avait tellement de problèmes et tellement de. Ou alors je suis totalement nul sur un point de vue stratégique, ce qui est aussi possible. Mais alors j'ai pas du tout eu ce truc, premier truc en me disant. Et pourtant, tu t'es lancé tout de suite à faire des sites et tu t'es lancé dans l'affaire. Oui, mais ça a été laborieux. Ce que je veux dire, c'est justement, c'est pas. J'ai pas eu le flash stratégique en me disant ce truc-là va changer la planète. Et humblement, je le reconnais aujourd'hui. Mais non, c'était quand même assez laborieux, assez compliqué. Voilà, c'est pas. Ça ressemble. C'était un peu technique. Alors, on disait C'était comment ça très va passer au technique. grand public. Bah, moi, en fait, pour être honnête, c'était un peu le contraire. Moi, quand je l'ai vu, j'ai tout quitté, mes études, mes trucs, pour me consacrer à ça, en me disant l'avenir, c'est ça, et ça va se développer. Et j'étais assez. C'était peut-être un tout petit peu plus tard, non? Ça s'est fait un tout petit peu plus tard, mais justement. Tu sais qu'il y avait un peu plus de visibilité sur ce que ça devenait. Mais en fait. Pas en avant la différence d'âge. Non, mais c'est pas ça. Le truc, c'est que j'étais très déçu que ça prenne autant de temps. C'est-à-dire que moi, dès que j'étais dessus, j'ai trouvé ça génial. Pouvoir envoyer des mails aux mecs qui étaient juste l'étage d'en dessous. Enfin, on trouvait ça génial. Mais j'étais hyper déçu. En 98, enfin moi, j'ai ce chiffre-là en tête, il y avait 70 millions d'internautes dans le monde. Et c'était très peu, quoi, quand on y réfléchit. Et j'étais très déçu quand, justement, au bout de 3-4 ans, il y avait encore globalement très peu de monde dessus. Et ça a mis des années à se démocratiser avec la DSL, avec la baisse des prix des ordinateurs, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai cru tout de suite, alors j'ai pas vu exactement ce que ça allait devenir, très clairement, mais j'ai vu qu'il y avait un potentiel monstrueux et je me suis dit, je vais pouvoir faire des trucs géniaux. Sur cette vision en face, Fabrice, à 25 ans de là, Ah oui, moi j'ai vu tout de suite, mais moi j'ai eu des conditions très privilégiées d'accès à ça. J'ai eu un papa qui m'a montré ce que c'était qu'un ordinateur en 77 quand j'avais 7 ans. Donc forcément, le web est arrivé bien après ça et après de tonnes de découvertes via mon père et ses potes, de tout ce qui. le problème, c'est qu'il est tombé dans la marmite quand il était petit. Donc évidemment, j'ai tout de suite vu ce que c'était et ce que ça pouvait donner, d'autant plus qu'à l'époque, j'avais un de mes tout premiers boulots consistait à faire du CD-ROM. Donc j'étais concepteur slash producteur slash éditeur de CD-ROM. J'avais déjà une bonne compréhension de qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de multimédia. Et hélas, non, j'avais déjà 23 ans. Et du coup, j'ai bien vu que concrètement, mon CD-ROM, c'était un objet qui allait complètement disparaître, qui était déjà totalement obsolète, et que l'avenir, c'était clairement Internet, et qu'à terme, on pourrait faire le même genre de truc, voire beaucoup mieux sur Internet. Damien? Est-ce que c'est présomptueux de dire oui, ça a été génial, j'ai eu un flash? Je sais pas, en tous les cas de figure, ça. De toute façon, c'est toujours, ça mange pas de pain de dire j'ai vu ça le premier jour. Julien a été très honnête là-dessus. J'ai rien vu du tout. Moi, j'ai eu une lumière, mais alors j'ai eu un truc. En fait, il se trouve que il m'a parlé. Avec 25 ans de distance, on peut se la péter de toute façon en disant j'étais là le jour où tu as une lumière d'Hursley. Ah oui, d'ailleurs, c'est à moi qui l'ai envoyé. D'ailleurs, tout à fait. Oui, monsieur. Non, en fait, effectivement, oui. Quand j'ai vu ce truc-là, je fais il y a un truc. C'est génial. Alors, il se trouve qu'en fait, en plus, j'adorais m'amuser sur le Minitel. Et alors, vous allez me dire pourquoi. Parce que je m'amusais. Non, mais alors, pourquoi le Minitel? Alors, explication. Vas-y, sans les rames, vas-y. Non, mais je vous explique un truc. Non, mais pourquoi? C'est-à-dire que j'avais découvert qu'il y avait des gens qui avaient développé des sites, en dehors des 3615, des machins, mais des sites pour eux, qui avaient développé des sites pour eux, il fallait appeler un numéro spécial, et on tombait sur leur site à eux, etc. Donc, l'ancêtre de taper une URL, etc. C'était avant de découvrir Internet. J'avais fait la messagerie instantanée non rose, avec pareil, des copains, on s'est amusé à faire des trucs comme ça. Donc, quand j'ai vu Internet, je fais mais c'est génial, parce qu'en gros, tous ces trucs-là qui sont mal foutus, ça marche mal, c'est moche, etc. Qu'est-ce qu'on peut arriver à faire des trucs géniaux avec ça? Ce serait tellement mieux. Bon, après, ce qui serait cool, c'est que quand ma mère décroche son téléphone, ça ne coupe pas la connexion. mais à part ça, vraiment, je me suis dit, il y a un truc génial à faire. Et donc, avec un pote, on a passé un temps fou à essayer de développer des sites, des trucs comme ça pour s'amuser, pour bricoler. Mais j'avais vraiment d'entrée de jeu. Et sincèrement, à l'origine, je voulais être journaliste à l'origine. Et je dis, non, le truc, je veux partir en digital, je vais faire un truc comme ça dans le web, ça sera amusant. Et j'étais comme toi, j'ai mis un peu. Ça existe. Oui, maintenant ça existe, c'est génial. Mais on va dire, voilà, la voix n'était pas trop mauvaise. Comme toi, pareil, j'étais un peu déçu que ça n'arrive pas aussi vite. Ouais. Voilà. Mais bon.
C'est la fin de cette émission, quasiment. On a juste le temps de faire un +1, -1. On va faire un -1 avec Damien, par exemple. Tiens, Oui, WhatsApp, je suis très déçu de la fin de ce magnifique calendrier qui s'appelle Sunrise, qui a été racheté par Microsoft. Microsoft a laissé un tout petit peu plus de marge, histoire que les gens ne soient pas mécontents. Mais concrètement, cet appareil, ce logiciel, tout comme par exemple Sparrow à l'origine, des Français rachetés par une autre boîte. Sparrow, c'était Google, là c'est Microsoft. Il y a 4-5 ans, c'était vraiment les deux boîtes dont on parlait le plus. Voilà, c'était les plus cet prometteuses, appareil, hein. et je suis surpris de voir qu'il n'y a pas eu de concurrent vraiment aussi bon que ce truc-là. Il va disparaître, ça me saoule parce que j'adorais utiliser cet appel et je n'en avais pas trouvé d'aussi bien. Voilà. Ouais, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'équivalent. Hein. On n'a Pas toujours encore. pas trouvé d'équivalent. Mais de ça va venir, il y a des choses qui Tout comme sont en train de se Sparrow était préparer. très prometteur et qu'on n'a pas trouvé l'équivalent de On Sparrow voit apparaître des aujourd'hui. boîtes comme Keen ou Moonlight Ouais. qui proposent des choses un Les peu... petits Français qui Des petits réagissent Français bien. qui se disent, il y a une fenêtre, il faut y aller. Merci beaucoup Fabrice, Jérémy, Julien, Damien et vous surtout de l'autre côté de l'écran. C'était le grand débat du web numéro 33. C'est la reprise, c'est la saison 2 qui est partie, bel et bien partie. On se retrouve dès la semaine prochaine sur DBN, sur demain.tv, sur capital.fr, j'en oublie certainement. Allez, à plus, à la semaine prochaine.